Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs dans divers domaines de la vie. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec un grand plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. Pour une première fois dans l'histoire du podcast, j'avais dans l'idée d'enregistrer un webinaire sous forme de discussion dans lequel j'invitais un particulier ou plutôt un expert dans un certain domaine à partager son expérience et permettre aussi aux gens qui participent à l'événement de venir poser leurs questions aussi, qui va nous permettre en fait à l'invité et à moi-même d'y répondre durant le webinaire. Donc c'est un webinaire qui s'est fait sous forme de live discussion. Donc, pour la première édition, j'invite pour une seconde fois Daniel Mercier, qui est préparateur physique, conférencier et spécialiste des évaluations de la condition physique à l'effort, à discuter de l'historique des tests cardiovasculaires de terrain. Donc, je n'en dis pas plus, je vous laisse apprécier la discussion que j'ai eue avec lui et les participants. Donc, à tous, merci et bonne écoute! Parfait. Donc, je te remercie, Daniel, d'avoir accepté l'invitation encore une fois pour la deuxième reprise. Pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai rencontré Daniel avec son collègue Robin Maume pour parler un peu de leur projet qui se nomme le cardio-test, que probablement que tu vas en parler aussi pendant la rencontre d'aujourd'hui, mais c'est surtout pour établir un petit peu les bases aussi. Donc, cardio-test qui est un test cardiovasculaire à l'effort, bien sûr. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après notre discussion, justement après notre enregistrement, on est venu à l'idée, à la suite de ça, avec toutes les informations que Daniel me donnait dans le temps de le dire, de parler des historiques un peu, de son historique au niveau de son expérience par rapport aux tests cardiovasculaires à l'effort, mais c'est surtout des tests qui sont faits de manière indirecte, donc principalement des tests de terrain. Donc, c'est surtout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un second épisode de podcast qu'on fait sous forme plutôt discussion libre avec des gens qui sont présents pour poser leurs questions, peut-être mener des nouvelles pistes aussi. Donc, avant de terminer ma parenthèse, je voudrais savoir, Daniel, comment ça va, si tu peux te présenter un petit peu au vu des gens qui ne connaissent pas encore. Ça va très bien. Pour me présenter, je suis québécois, mais j'habite en France depuis 23 ans et je suis un spécialiste de l'évaluation et de l'amélioration de la condition physique, particulièrement aérobie. J'ai activement participé à l'évaluation et à l'évolution de certains tests dont je vais parler et d'autres, évidemment, qui permettent l'amélioration de la santé et de la performance. J'ai Mhm. été entraîneur national d'athlétisme. Je suis venu en France comme préparateur physique d'une équipe professionnelle de rugby. Maintenant, depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à l'évaluation particulièrement, mais pas seulement par des tests cardiovasculaires indirects et de personnes et de patients pour améliorer leur santé. Puis, une dernière chose pour me présenter, je suis co-auteur du test navette qui est connu sous le nom de test navette au Québec et au Sénégal, je ne sais pas, mais sous le nom de test léger parce que je suis co-auteur du test avec Luc Léger. Si vous regardez les articles originaux, c'est Luc Léger et Daniel Mercier qui ont été à la base du test navette. D'ailleurs, Daniel, juste une parenthèse, je me suis rappelé où ce que je t'ai vu, hein? Ce que je me suis rappelé ton nom, c'est quand tu avais présenté de l'application Activity Lab, je crois. Je me souviens plus du nom exact, là, mais c'était l'entreprise. Tu avais présenté Dans la, un la, congrès ouais, dans un congrès de la Fédération Mhm. des kines, je crois. Oui, oui, je suis venu au moins trois, quatre fois, pas pendant les dernières années, avec la COVID, puis tout ça s'était arrêté. Mais entre 2014 et 2019, je suis venu au moins trois, quatre fois au congrès des kinésiologues. Mhm. Parfait. Donc, si tu pouvais un peu parler de ton implication par rapport au test léger, justement, je trouvais ça super intéressant que tu m'en avais parlé. Fait que je pense que ce serait intéressant d'en parler, d'en discuter Donc, pour les autres qui t'écoutent. si on parle de cours de terrain, puis on pourra parler, parce que on pourra parler des tests qui sont utilisés pour en centre de réadaptation cardiaque, même si j'ai pas préparé de diapo là-dessus, puis je connais assez bien le sujet. Ce qui existait comme test de terrain, surtout pour la course à pied, c'était particulièrement le test de Cooper. Le test de Cooper, c'est des années 60, puis la façon dont il se déroule pour être sûr que tout le monde le comprenne bien, on fait 12 minutes d'effort, on essaie de faire la plus grande distance possible. À partir de cette distance-là, on peut presque prédire la VO2 max.
qu'on peut estimer la plupart du temps en millilitres d'oxygène par minute par kilo. Moi, j'étais j'étais un petit peu plus âgé que vous, ça c'est sûr et certain. Donc moi, j'ai commencé mon bac, ma licence en 1975 et dès la première semaine, celui qui me donnait le cours d'athlétisme, c'était Luc Léger. OK? Le cours de c'était demi-fond particulièrement. Puis comme il s'est aperçu que j'étais pas trop mauvais, parce que moi j'étais coureur de demi-fond, donc quand on s'entraînait, puis pour surtout pour faire du fractionné, puis un cross-country, puis etc., j'étais pas mal loin devant les autres. Donc, il m'a demandé de participer puis d'être cobaye pour ces tests, dont il était en train de monter avec Robert Boucher le premier test plus intelligent pour mesurer ce que nous, on appelait à ce moment-là ou dans les années 80, un petit peu plus tard, la VAM, vitesse aérobie maximale, ce qu'on a appelé en France la VMA. OK? Le test léger Boucher ou le test de piste de l'Université de Montréal. Il se déroulait de la façon suivante. 2 minutes, on commençait à 8 km heure et on restait 2 minutes à 8 km heure, 2 minutes à 9 km heure et on augmentait nos kilomètres heure à toutes les 2 minutes. La révolution par rapport au test de Cooper, c'est que le test de Cooper, le problème, c'est que si tu sais pas à quelle vitesse tu dois aller, tu ne connais pas ton résultat d'avance, donc tu peux partir trop vite ou pas assez vite et mal répartir ton effort. Et finalement, il y a beaucoup plus de variation dans ta performance au test de Cooper. Tandis que si on t'impose en mettant des cônes en québécois, des plots en français, en sénégalais, je ne sais pas pour toi, mais à tous les 50 mètres et en mettant une bande son qui nous oblige à suivre et qui nous oblige à suivre une vitesse de 8 km heure pour le premier 2 minutes, 9, 10, etc. Donc, il n'y a pas de problème de répartition de l'effort. OK? On ne peut pas se tromper de ce côté-là. Là, c'est uniquement l'aspect physique et mental mais pas l'aspect répartition de l'effort. Donc, c'était une première révolution. Et c'était une première révolution. Puis par la suite, en France, par d'autres chercheurs, dont Georges Cazorla, ces tests-là, il y a eu des variations comme le VAMEVAL ou autres qui ont été mis de l'avant. Juste, puis par la suite, il ne faut pas oublier qu'au Québec, même s'il y a moins de neige qu'avant, même s'il y a moins de neige qu'avant, on a plus de neige qu'en France, puis plus de neige qu'au Sénégal. Hmm. Donc, ce qui arrive, c'est que si on voulait faire l'évaluation des enfants et des adolescents à l'école, ben, si on pouvait trouver une façon de le faire en gymnase, ce serait une bonne idée. C'est là qu'est venue l'idée pour Luc Léger de mettre de l'avant ce qu'on a appelé le test navette, connu sous le nom du test de son premier auteur, Luc Léger, en France. Et, et donc, on a commencé à penser à faire des paliers de 2 minutes, puis de prendre une distance de 30 mètres. Mais Luc m'a demandé d'aller faire un tour dans les écoles, nous on appelle l'école primaire, école secondaire, on n'appelle pas c'est lycée au Québec. Et là, je me suis aperçu que dans les écoles secondaires, les lycées, ben, 30 mètres, on avait des gymnases qui avaient 30 mètres, mais pas dans les écoles primaires. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi que ça allait être 20 mètres. Puis après ça, comme les cours d'éducation physique au Québec ne sont pas très longs, en général moins d'1 heure, si on veut faire passer 2 groupes, parce qu'un gymnase n'est pas assez large pour faire passer toute la classe en même temps, et c'est compliqué aussi de savoir où est-ce que les personnes sont arrêtées, donc on fonctionne souvent en binôme pour savoir qui s'est arrêté, à quel endroit, ben, on s'est aperçu que c'était mieux de faire des paliers d'1 minute. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que finalement, la version finale du test navette, que j'ai validé, parce que c'est moi qui l'ai validé, c'est-à-dire il fallait pouvoir j'ai fait passer le test à 200 enfants et adolescents entre 6 et 18 ans, et on mesurait la consommation d'oxygène en direct pour voir s'il y avait une bonne corrélation. Et la corrélation est excellente. Et donc, c'est pour ça que le test navette, la première version, parce qu'il y a eu une version qui c'est une version par la suite, ça commence à 8,5 km heure et ça augmente de 0,5 km heure à chaque minute. Hmm. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, et comme test de terrain, ben il est beaucoup repris dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Chine, en Europe, beaucoup, 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 beaucoup. Si j'avais fait un centime à chaque fois que quelqu'un avait fait un test, je serais millionnaire maintenant. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Comme ça. Et donc, et pas pour ces tests-là. Il y a d'autres choses dans les compagnies pharmaceutiques, ils savent bien faire des sous avec les tests qui parfois sont complètement inutiles, mais ça, c'est autre chose. Donc, c'est un test c'est un test qui a beaucoup de popularité. Par exemple, en France, c'est utilisé, même si moi,
C'est utilisé beaucoup pour l'évaluation des pompiers. Et d'ailleurs, moi, je suis en lien avec plusieurs SDIS, on dit des SDIS en France, services des incendies et secours, services départemental des incendies et secours. Il y a une centaine de départements en France. Mhm. Donc, il y a une centaine de SDIS. Il y en a déjà une dizaine qui sont mes clients et qui utilisent de nouveaux tests parce qu'ils se sont aperçus que le test, même si c'est un bon test, hein, je ne renierai pas ce test-là, mais il est très bien adapté pour les enfants et les adolescents qui n'ont pas trop de problèmes articulaires et de genoux. C'est très bien adapté pour les personnes et les athlètes qui font des sports collectifs, mais c'est pas très bien adapté c'est très bien adapté à des jeunes adultes sans problème de santé particulier. Mais à partir de 30 ans, 40 ans et encore plus 50 ans, ça devient de moins en moins adapté. Et c'est pour ça qu'ils veulent avoir les pompiers en France veulent avoir de nouveaux tests pour évaluer la capacité cardiovasculaire. OK. Si tu me permets aussi, je t'avais mentionné que l'étude avait été faite pour des jeunes de 6 à 18 ans, mais il n'y a pas fait mention nécessairement pour le niveau des adultes. Je suppose qu'il y a eu un progrès là-dessus, puis qu'il y a peut-être eu des évaluations au niveau des adultes pour voir la pertinence du test. Est-ce que ça se peut? Oui, mais on a considéré au moment où est-ce qu'on l'a fait, est-ce que les adolescents de 18-19 ans étaient des adultes. Et ce qu'on OK. s'est aperçu, la grande différence, pour ceux qui ont lu, je ne sais pas si Bassirou a lu sur le sujet, mais la grande différence entre les enfants et les adolescents ou les jeunes adultes, c'est que les enfants sont moins efficaces. Ils ont une plus grande consommation d'oxygène en Mhm. millilitres d'oxygène par minute par kilo pour la même vitesse de déplacement. Donc, tandis qu'à partir de 16, 17, 18, 19 ans, c'est stable. À partir de 13, 14, 15 ans pour les filles et à partir de 16, 17, 18, 19 ans pour les garçons. Donc, on a jugé, à tort ou à raison, au moment où est-ce qu'on a fait l'étude, que c'était suffisant pour les adultes. Mais il faut comprendre aussi, c'est que l'objectif principal du test navette, c'est de pouvoir évaluer les enfants et les adolescents, et non Mhm. pas et sûrement pas une personne en EHPAD en France, dans un CHSLD au Québec, qui est de 80 ou 90 ans. Mhm. Puis C'est pas pareil. j'ai un commentaire ici justement d'un autre participant qui dit qu'au Sénégal, il est utilisé pour les tests d'entrée à l'Institut des sports, mais effectivement, au Québec aussi, dans certains sports, ça existe, moi, j'ai déjà entraîné le tennis pendant 3 ans, puis c'était le test cardiovasculaire principal qu'on donnait, puis c'est aussi pour des jeunes dans le même âge que Daniel avait mentionné, puis même au niveau des forces armées canadiennes, c'est un test qui était beaucoup utilisé dans le temps, qui a évolué, mais que présentement, il l'utilise encore pour plutôt faire partie de l'équipe nationale des sports militaires au soccer. C'est surtout ça que le sport, pas le sport, mais le test est encore utilisé de mon côté. Puis effectivement, Ouais. pour les sports, c'est un test qui est utilisé, mais c'est sûr que ce n'est pas idéal pour tous les sports. Puis je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main ici. Je vais te laisser la parole. Oui, oui, j'avais juste une question. Est-ce que du coup, vous avez une fois utilisé le test avec un public spécifique, je veux dire un public malade, enfin que ce soit des jeunes particulièrement? Ah, tu parles du test navette? Oui, Moi, personnellement, non. Puis je pense pas que ce soit. Il y a une version par la suite qui a été mise de l'avant. Comme les enfants sont de moins en moins en forme, on vient de finir une étude qui s'appelle Inverser les courbes. Il va y avoir un article scientifique qui va être présenté dans certains congrès, où est-ce qu'on a évalué 9 000 enfants en France, on dit de sixième, donc des enfants entre 11 et 12 ans, entre 11 et 12 ans. Puis on s'est aperçu que les enfants sont beaucoup moins en forme. Mais moi, j'avais prévu que les enfants étaient beaucoup moins en forme, donc on a pris une version différente. C'est le Prefit, je ne l'ai pas mentionné là, mais c'est Ortega espagnol. Et à la place, tout simplement, de commencer à 8,5 km/h, il y a 4 paliers précédents, 6,5, 7, 7,5, 8 km/h avant d'entamer le 8,5 km/h. Et ça vaut la peine parce que dans des publications précédentes, ben, les enfants de 11 ans, il y en avait 15 à 20 qui réussissaient même pas à finir le premier palier à 8,5 km/h. Donc, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, ni au Québec, ni en France, hein, parce Mhm. que les enfants sont moins en forme qu'avant. C'est comme ça. Donc, des enfants malades, on dirait qu'il y a plus d'enfants pas en forme ou malades maintenant, mais est-ce qu'on l'a utilisé auprès d'un public carrément diabétique ou etc., parce qu'il commence à avoir des diabétiques même à l'adolescence maintenant, des diabétiques de type 2? Non.
Mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Ben, moi, j'utiliserais la version Prefit. Si vous regardez Prefit Ortega, on peut utiliser cette version-là, qui commence à une vitesse plus basse. Mhm. OK, donc je continue. Là, c'est Oui. juste pour... oui, est-ce qu'il y a une autre Ouais. question? Non, vas-y, continue, il n'y a pas de problème. Je fais un petit tableau ici où est-ce qu'on parle de différents tests qui existent, des tests de terrain. Il y a le 6 minutes de marche, le 6 minutes walk test. À chaque fois, je donne c'est quoi l'activité, c'est pour qui, c'est max ou sous-max, c'est quoi la durée moyenne du test, c'est quoi le coefficient de corrélation avec la VO2 max comme tel, et c'est quoi la limite du test et c'est quoi la référence. Donc, et la référence principale, parce qu'il y a souvent plusieurs références. Donc, dans ce premier, j'en ai d'autres, mais c'est parce que je ne pouvais pas tout mettre dans le même tableau. Donc, ça, c'est des tests de terrain, surtout à la marche ou à la course à pied. Et on voit que le 6 minutes de marche, ça s'adresse plutôt aux sédentaires, aux personnes actives, mais pas des personnes avec avec des limitations sévères, puis pas non plus des athlètes parce que, sauf ceux qui sont spécialistes de la marche, ce serait pas nécessairement très bien. C'est un test qui, normalement, on demande aux personnes d'aller au max, ce qui est, à mon avis, un problème avec les patients. Juste pour vous mentionner, le premier auteur d'Astérix est mort suite à un test et l'effort, et René Goscinny en 1977. Et mon oncle, qui était chercheur à l'Université Laval à Québec en agronomie, pas du tout dans mon domaine, est mort suite à un test et l'effort. Donc, moi, j'y tiens absolument qu'on ne fasse pas de test max pour des personnes qui sont ou plus âgées ou qui ont peut-être des problèmes de santé précédents. Le coefficient de corrélation, on s'aperçoit qu'il n'est pas très fort, 0,47. C'est très faible. C'est extrêmement faible parce qu'il y a peut-être trop de variations sur le rendement mécanique à la marche, particulièrement avec les personnes un peu plus âgées, ok, qui dépensent plus d'énergie à marcher que si t'as, que d'autres personnes. Donc, le coefficient de corrélation est très faible. Donc, ça, c'est la première des choses que je dis, puis vous avez la référence. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, il y a le One Mile Run ou Walk Test, c'est-à-dire on fait 1 000, ça, c'est les Américains qui ont mis ça en place. Et c'est plutôt pour les personnes en forme, parce que déjà, faire 1 000, si vous êtes un insuffisant rénal dialysé, vous n'y arriverez pas. Et, et on demande que ce soit maximal aussi. C'est réservé aux personnes en bonne forme. Le coefficient de corrélation est un peu meilleur. Vous avez la principale référence qui est là. Mhm. Le test de Cooper, qui est un bon test, mais qui est un moins bon test, qui est un bon test parce que c'est pour des personnes en forme, encore une fois, parce qu'il faut courir 12 minutes. Mais le coefficient de corrélation, il n'est pas mauvais, hein? 0,87, c'est un assez bon coefficient de corrélation, mais c'est un test maximal et qui demande de faire de faire un effort maximal. Donc, pour certaines personnes pas en forme ou plus âgées, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu me Le test, permets-tu, oui, il y a une question. par rapport au test Cooper, excuse-moi, j'ai juste une question pour moi personnellement parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux formes de test Cooper. Le premier, c'est celui de 12 minutes, puis le deuxième, c'est de courir 2,4 km le plus rapidement possible. Ce que Ouais, j'entends. oui, c'est une autre forme, ça revient à peu près au même, là. OK, c'est pas mal la même chose. Parce qu'en moyenne, les personnes qui faisaient le test de Cooper faisaient 2,4 km dans une certaine population, c'est tout, là. OK. Puis 2,4 km en 12 minutes, ben, si tu calcules vite, ben, ça fait 5, ça fait 12 km/h. Ouais, parce que présentement, on l'utilise encore dans mon domaine pour les militaires, puis eux autres, c'est qu'ils doivent le faire en bas de 9,45 pour passer au deuxième niveau du test. C'est le seul volet cardio, mais tu sais, quand tu y penses, c'est quand même des vitesses assez importantes pour franchir ce Pour gap-là. le faire en 2 minutes 45, ben, c'est parce que moi, j'étais coureur de demi-fond. En 12 minutes, je faisais 3100 mètres déjà, moi. Donc, 2400 mètres, c'est pas beaucoup non plus. Ben, ça dépend pour qui encore. Ça dépend pour Effectivement. qui. Fais la parenthèse. Je te laisse continuer. Après ça, il y a le test navette, où est-ce que c'est pour des personnes en forme, des personnes qui ont des bonnes articulations. Donc, c'est un bon test, mais le coefficient de corrélation est à 0,9. Il est beaucoup utilisé à travers le monde, particulièrement mais ça ne veut pas dire que c'est un test, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement un test adapté à toutes les populations, parce que c'est un test maximal et parce que c'est un test qui demande qui demande d'avoir des bons genoux, si on peut dire. Il y a aussi le test précédemment le test léger bouché ou tous les tests de terrain, VAM et VAL, etc., qui ont des coefficients de corrélation à peu près semblables, qui sont des tests sur piste, pas en aller-retour, mais des tests sur piste, qui sont
très bien pour des sportifs et avec des coefficients de corrélation élevés parce qu'un très bon coefficient, il n'y a pas une énorme variation de rendement mécanique en course à pied. C'est pour ça que c'est pas mauvais. OK? Mhm. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que dans ces protocoles-là, est-ce qu'il y a des échauffements qui sont déjà préétablis, qui sont déjà prédéterminés ou c'est vraiment la discrétion de l'évaluateur? À la discrétion de l'évaluateur, mais très honnêtement, pour ces tests-là, sauf pour le 6 minutes de marche, le mile et le test de Cooper, l'objectif, c'est de faire la plus grande distance possible. Donc, tu ne dois pas partir trop doucement. Donc, dans les faits, ça prendra un échauffement. En ce qui concerne le test navette ou le test léger bouché ou tous les tests VAM et VAL, etc., est-ce qu'on a besoin d'un échauffement? Pas vraiment, parce on part plus doucement puis on accélère. Mhm. OK. Donc, les trois premiers demandent des échauffements, pas le dernier. Parfait. Ensuite, je vais essayer de voir diapositive, parce que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Après ça, c'est moins connu en France, mais c'est quand même connu un peu au Québec, pas assez à mon avis. C'est le questionnaire de l'UE. C'est un questionnaire en 10 questions. Le UE était un étudiant de Luc Léger également. Et vous pouvez le retrouver. Si vous tapez questionnaire du web, vous allez le retrouver. Une dizaine de questions. Et ça permet, en moyenne, ça prend 4 minutes à faire. Et le quotient de corrélation, il est moins bien que les tests de terrain, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas trop mauvais. Et moi, j'ai vu d'autres. Ça, c'est l'article avec le plus grand coefficient de corrélation. OK? Mais j'en ai vu d'autres. Moi, j'ai fait des expérimentations. À un moment donné, moi, j'ai fait faire un test de terrain direct avec le questionnaire. Puis j'ai quand même des données sur plus de 1000 sujets et j'arrivais à un coefficient de corrélation de 0,62. Mais pour un questionnaire, c'est pas mauvais. Ça me paraît pas trop mauvais. Ça, on a jusqu'à marquer questionnaire de US sur Google, puis ça nous le donne directement. Oh, je sais pas. Il faut chercher. Mais de toute façon, j'ai donné la référence, là. Oui, c'est vrai. J'ai donné la référence. Donc, Très bon point. il y a peut-être une question. Il me semble que je vois il y a quelqu'un qui ne lève pas la main, mais qui veut peut-être poser une question. Je pense que Regarde. ça va. Présentement, j'ai personne qui a posé de question. Tout va bien. OK. Après ça, c'est connu au Canada, mais c'est pas connu ailleurs. Peut-être, Bassirou, tu peux nous dire si le Physites canadien est connu au Sénégal ou en France? J'en ai jamais entendu parler en tout cas, c'est la première fois. Au Sénégal non plus. C'est ça. Les le Physites canadien le Physites canadien, c'est un test, où est-ce que tu as 2 marches de 8 pouces ou de 20 centimètres environ, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, les marches sont plutôt de l'ordre de 8 pouces ou 20 centimètres en moyenne, tandis que les marches d'escalier, tandis qu'en France, c'est plutôt 17 centimètres, 17-18 centimètres, pour vous donner une idée. Donc, on monte 2 marches, on descend 2 marches, on monte 2 marches, on descend 2 marches pendant 3 minutes, puis on, on peut le recommencer 2 fois si nos fréquences cardiaques sont trop basses par rapport à notre âge, etc. Et en fonction des fréquences cardiaques qu'on obtient, on obtient le VO2 max. Mais comme vous voyez, le coefficient de corrélation n'est pas très fort. Mais c'est très utilisé au Canada. Effectivement, mais ça reste quand même le plus. Ouais, ça reste quand même le moins pertinent des autres tests que tu as nommés, là, de Tout ce à que je fait. vois. Là. Mais il y a l'avantage d'être sous-maximal, par contre. C'est un Oui, gros avantage qu'il soit sous-maximal. Mais effectivement. le coefficient est vraiment mauvais. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait que c'est basé sur le fait que l'augmentation de la fréquence cardiaque avec la l'effort, la puissance, est linéaire. Un, ce qui est faux pour la plupart des personnes. Et la deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas très bien, c'est qu'on suppose aussi on fait croiser la ligne avec la ligne 220 moins, avec les fréquences cardiaques 220 moins l'âge, comme si toutes les personnes avaient des fréquences cardiaques maximales à 220 moins l'âge. Ce qui est Mhm. faux. Si tu me Donc, les permets, deux quelqu'un aspects-là qui font a que levé la main. le coefficient de corrélation est pas très bon. Tu me permets, quelqu'un qui a levé la main avait une question. Vas-y. Oui, par rapport à ce test, est-ce que déjà c'est un test qui est utilisé en milieu hospitalier et chez les personnes cardiaques, est-ce que le côté médicament est pris en compte, notamment les bêta-bloqueurs? Oui, ça, c'est une bonne question parce que les bêta-bloquants font descendre les fréquences cardiaques. Je pense que dans les prédictions originales, je pense qu'il n'y avait pas ça. Mais bon, l'opinion de Luc Léger, même si c'est beaucoup utilisé au Canada, mais seulement au Canada, parce que c'est pas utilisé ailleurs, mon avis, c'est que c'est pas un très bon test parce que il y a l'avantage d'être sous maximal. Si tu fais,
c'est compliqué parce que souvent, tu as dû voir ça, Michael, c'est qu'on est obligé de fabriquer un truc spécial pour pouvoir le faire avec 2 marches qui montent, 2 marches qui descendent. Oui. C'est un peu compliqué et ça n'existe pas ailleurs. Donc, tandis que si tu le fais sur un step classique, ben, ce serait déjà mieux. Donc, pour moi et pour Luc Léger, si vous demandez son opinion, ben, c'est un test qui est plutôt à oublier. Et Parce de que même, il y a le seul avantage qui est sous-maximal. Parce que tous les autres tests dont on a parlé tout à l'heure sont maximaux. et de mémoire, OK. justement, là, j'ai le manuel là, où ce qu'on apprend pour la Société de physiologie de l'exercice du Canada, les fameux tests cardiovasculaires, puis il n'y a pas nécessairement de mention sur les médicaments. Donc, c'est sûr que c'est super important pour le professionnel qui l'administre, au moins de connaître cette information-là, parce qu'effectivement, tu ne peux pas dire à quelqu'un de mettre à 220 moins l'âge, puis de se rendre à 85 de sa fréquence cardiaque max, quand on sait que la personne est cardiaque, tu sais, c'est 20 à 30 en dessous, donc c'est pas son 85 réel. On Ah ben, s'entend? déjà, supposons que la personne à 60 ans, normalement, elle devrait avoir 160 de fréquence cardiaque maximale. Il est possible que cette personne-là, sans bêta-bloquant, est à 140 et il est Oui, possible que le bêta-bloquant à 110, 115. Donc, pensant être à 85 tu es déjà à plus de 100 de sa capacité. Donc, ça devient dangereux. exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'il y avait une autre Donc, question? Je crois, il y a la main qui est Donc, encore levée. donc la fameuse formule 220 moins l'âge, c'est à éviter quoi? ben, est-ce que c'est bon, le 220 mois l'âge? Pour une population, c'est pas mauvais. Mais pour un individu, c'est pas très bon. Je vais vous donner l'exemple. La première fois que j'ai décidé de mettre ça de côté, j'entraînais des jeunes athlètes qui avaient 17 ans à ce moment-là, c'était il y a 40 ans. Puis, ils avaient tous les deux 17 ans, ils avaient tous les deux le même niveau en termes de capacité aérobie. Et ils s'entraînaient ensemble. Puis, il y en a un, il y avait 100. Normalement, je me serais attendu à avoir des fréquences cardiaques maximales ou pas loin. Mais il y en avait un qui avait 165 de fréquence cardiaque. Puis François Aubé, je me rappelle encore de son nom. C'est encore un ami 40 ans après. Et Pierre Sureau, l'autre, 17 ans aussi, montait, je ne le croyais pas, mais il montait à plus de 230 de fréquence cardiaque. Donc, comment voulez-vous vous servir du 220 mois l'âge? Il est arrivé un autre cas, 2 frères qui étaient dans la quarantaine, 1 an de différence. Un né en 54 et l'autre né en 53, que j'ai entraîné plus tard, dans les années 90, à Montréal. Et un avait 160, 165 de fréquence cardiaque maximale et l'autre avait 240 dans la quarantaine. Donc, est-ce que c'est vrai en moyenne? Oui. Est-ce que ça marche pour toutes les personnes? Évidemment, non. Donc, lorsqu'on se base sur les fréquences cardiaques pour établir, parce qu'on dit, ah, tu fais un test sous-maximal, tu es à 80 parce que tu es à 160 quand tu as 20 ans, donc tu devrais avoir 200 de fréquence cardiaque maximale. Ben, c'est vrai une fois sur 5. Tu sais, c'est pas vrai souvent. Puis c'est pour ça que les autres tests n'en donnent pas. Les autres tests qui sont basés sur la fréquence cardiaque, dont le plus connu est le test Astra Rhyming, tu pédales à 150 watts pour 6 minutes, puis après ça, tu prends ta fréquence cardiaque. C'est un autre problème aussi. Tu sais, comme moi, si Bassirou, tu travailles dans un centre de réadaptation cardiaque, il y a très peu de personnes qui sont capables de pédaler à 150 watts pendant 6 minutes. Je me trompe pas. C'est clair. Ouais, c'est clair. C'est ça. Donc, pour des gens en forme, ça va. Tu sais, moi, personnellement, j'ai fait un entraînement aujourd'hui sur vélo, parce que moi, je m'entraîne régulièrement sur vélo, puis moi, je fais mes échauffements à 250 watts, puis mes fractionnés c'était des 40 secondes aujourd'hui, entre 370 et 390 watts. Pour moi, Ce qui est énorme, là. Ce qui est énorme. hein? Ce qui est quand même énorme pour une personne normale. Oui, 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 c'est énorme pour une personne normale, mais dès que tu t'entraînes un peu et que tu es un peu plus lourd, parce que je fais 87 kilos, 88 kilos, Mhm. donc, tu développes plus de watts aussi, et ça, c'est un autre problème, c'est que tu développes plus de watts lorsque tu es plus lourd. Donc, ça devrait être basé plus sur les watts par kilo. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, mais peut-être parce que le vélo, c'est un peu moins pire, ben, ça donne un coefficient de corrélation de 0,4. Après ça, c'est à peu près la même chose. C'est une copie, le Fox Bike Test, c'est à peu près la même chose, mais avec une formule différente. Et ça donne un coefficient de corrélation de 0,45. Donc, des coefficients de corrélation qui sont plutôt faibles. Puis là, je vais parler pour Bassirou qui est... Ah, il veut poser une autre question, je pense. Puis après ça, je parlerai du test de Bruce. Oui, Bassirou? Est-ce que les autres formules aussi, ça peut paraître bien? Par exemple, la formule d'Astran FC max égale 216 moins 0,84 fois âge. Non, c'est pas mieux. Ok. Non, mais il y a 220 mois qui est la plus connue et il y en a d'autres, il y a plein d'autres qui sont connus. Est-ce que Il y a celle-là Tanaska, Gelish Oui, aussi. mais le problème, c'est toujours la même chose. C'est que ça donne toujours la même fréquence cardiaque max pour le même âge.
Et, Mmh. et dans les faits, c'est faux. Ouais. Donc, c'est faux. C'est vrai pour une personne, c'est à peu près vrai pour une personne sur 5, une personne sur 10. Et pour toutes les autres personnes, ça donne plus et ça donne moins. Parce Ouais. que, en moyenne, ces formules-là sont très bonnes. Mais n'oublions pas que lorsqu'on fait l'évaluation et par la suite l'entraînement, c'est pour évaluer ou entraîner un individu et non pas un groupe d'individus. Donc, à Mhm. chaque fois qu'on utilise des choses comme ça, quand ça a été essayé, puis on l'a essayé dans la région de Strasbourg, justement, Bassirou, avec des enfants et des adolescents, avec la méthode où est-ce qu'on donnait la même fréquence cardiaque pour les enfants qui étaient tous du même âge dans ce cas-ci, et ça donnait beaucoup moins de résultats que d'autres méthodes. Ouais. Que c'est là Ok. qu'on donne la fréquence cardiaque pour tous les enfants, et c'est pas une bonne idée, ou toutes les personnes du même âge, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au final, ça reste quand même une méthode qui est très théorique aussi. Tandis Mmh. que sur le terrain, c'est toujours mieux parce que, comme Daniel, tu le dis si bien, la génétique d'une personne, puis des fois, puis sa fréquence cardiaque maximale diffère d'une personne à l'autre. Donc, ça reste un outil, mais il y a beaucoup de failles, sachant que chaque personne est différente, puis chaque condition personnelle est différente aussi. Mon avis, c'est que ça vaut pas la peine d'utiliser ça quand on a un questionnaire d'estimation de UE qui donne un meilleur coefficient de corrélation. Mhm. Moi, je vois aucune raison d'utiliser. Donc, puis moi, j'ai vu un autre article où est-ce que c'était 0,62 pour le questionnaire de UE, puis déjà, c'est au moins un petit peu supérieur. Donc, si vous voulez, moi, ça, je trouve que ça sert à rien d'utiliser un test basé sur la fréquence cardiaque pour, et on les voit tous, puis j'en ai donné seulement 3, il y en a plein comme ça, hein. Il y a d'autres, il y a le Harvard Step Test qui existe aussi, mais qui donne des dossiers mauvais. Est-ce que ça a été validé? Oui, mais avec des coefficients de corrélation faibles. Donc, les erreurs sont énormes. Tu peux faire des erreurs de 3-4 mètres, 3-4, de 10 millilitres d'oxygène par minute par kilo, 10 à 15 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Un mètre est égal à 3,5 millilitres d'oxygène par minute. Mhm. Puis juste- 3,5 millilitres par minute par kilo. Donc, tu peux faire des erreurs de 3-4 mètres. C'est des erreurs énormes. Énormes. Puis justement, là, parlant des Mets, parce que c'est pas mal l'outil que tu utilises. Puis d'ailleurs, on l'avait déjà discuté lors du précédent podcast qu'on avait enregistré ensemble, qui s'appelle Cardio Test avec Robin et Daniel, que j'invite les gens qui écoutent présentement l'épisode puissent s'y référer parce que c'est quand même très bien expliqué. Si on est rendu là un petit peu l'intérêt des Mets, le niveau de corrélation, si c'est maintenant ou si c'est plus tard aussi, je laisserai la parole là-dessus. Peut-être parler du test de Bruce avant. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler, Bassirou, du test de Bruce, qui est un test qui a été beaucoup utilisé en Amérique, peut-être pas en France, pour évaluer la capacité cardio-respiratoire. Est-ce que tu en as entendu parler? Une fois, mais jamais mis en pratique, hein. Juste comme ça. C'est un test qui a été lancé de mémoire au début des années 60. Et, et bon, encore une fois, si on parle pas du test de Bruce modifié où est-ce qu'ils ont ajouté 2 paliers inférieurs, mais en gros, quand moi, parce qu'il y a une de mes amies qui travaillait à Montréal puis qui faisait les évaluations des patients cardiaques pour un cardiologue, et elle dit, Daniel, ces tests-là, là, c'est méchant. Mais si vous prenez le test original, en gros, le protocole, vous pouvez le retrouver facilement. Je ne me rappelle pas par cœur, mais c'est une certaine vitesse où est-ce qu'on augmente la vitesse et la pente à chaque palier. Et on ne rappelle pas du protocole par cœur. Il le donne, la version originale, c'est en 1000 à l'heure en plus, mais on peut le transformer en kilomètre-heure, évidemment, c'est pas un problème. Mais, mais si on fait les calculs, ça donne à peu près 3 mètres au premier palier, donc environ 10 millilitres d'oxygène par minute par kilo, et ça augmente d'environ 3 mètres à chaque palier, donc de 10 millilitres en moyenne. Donc, c'est des paliers qui sont hallucinants là, pour un patient. Même si vous prenez le test léger bouché, on augmente d'1 km/h par palier, ce qui correspond à peu près à 1 mètre ou 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Là, on augmente du triple. Et c'est fait pour des patients. Donc, et puis mon oncle est mort suite à ce test-là. Et peut-être que le cardiologue se fiait à la fréquence cardiaque 220 moins l'âge. Et que dans le cas de mon oncle, c'était pas une bonne idée. Il avait quel âge Donc, ton oncle? Juste pour 72, 73 ans. Oui, il était 73 pas ans, puis il faisait 73 ans. ce test-là quand même, là. Il en fait ce test-là. OK. C'est déjà, même si c'est pas des vrais. Bon, en France, on utilise la pifométrie dans les centres de réadaptation cardiaque. Quand je dis la pifométrie, c'est approximativement 10, 20, 30 watts au premier palier, puis une augmentation de 5 ou 10 watts selon l'estimation subjective du cardiologue. Si je ne me trompe pas, Bassirou, c'est ce qui est fait. C'est juste, c'est ça.
En tout cas chez nous. Oui, mais dans presque tous les centres de réadaptation cardiaque en France, ce protocole-là, qui n'est pas un protocole réel, n'a jamais été validé. Non? Non, jamais. OK. Mais ils ont trouvé ça cool. En France, au Québec, on a tendance dans les centres de réadaptation cardiaque à faire des tests sur tapis roulant. Même souvent, on dit tu fais un tapis Mhm. aux personnes. Et en France, on a tendance à faire sur vélo, sur ce que nous on appelle des vélos stationnaires, des vélos qui ne bougent pas. Hein. Et parce que c'est plus simple et que la lecture de l'électrocardiogramme est plus facile. Oui, parce que tu es sur place, donc c'est beaucoup plus facile de mesurer ça. Quand tu marches ou tu cours, ben, il y a plus de choc. Mhm. Mhm. OK. Là, je vais vous parler maintenant de ce que j'ai parlé l'autre fois. C'est à la demande, tu le connais peut-être, Bassirou, mais de mon ami Stéphane Zagana, qui est membre du conseil d'administration du Musée national du sport à Nice. Puis Stéphane Zagana, pour ceux qui ne connaissent pas, était champion du monde du 400 mètres en 1997 au championnat du monde. Mais il s'intéresse beaucoup, il est très impliqué dans tout le sport santé actuellement en France. Puis il voulait avoir un test qui dure moins de 5 minutes et qui se fasse et qui soit sur maximal. Donc, on a monté ce test-là. Ça se déroule de la façon suivante, c'est qu'on fait passer le questionnaire de l'UE modifié pour nous donner une idée, puis on fait un premier palier qui est à 50% de l'estimé. Supposons que la personne est estimée à 10 mètres, ça on fait 5 mètres, et ça correspond parce qu'on avait fait une étude, préalable qui a été publiée, que j'ai présentée dans un congrès de médecine du sport en France. Donc, il y a une cadence hauteur en fonction cadence hauteur qui correspond. Puis après ça, on fait un premier palier et la personne répond si c'est facile, si l'effort est facile, moyen, difficile ou très difficile. Et en fonction de ça, on augmente la cadence de cadence du prochain palier. Donc, 45 secondes d'effort, 30 secondes de repos. On répond, on dit si c'est très facile, etc. Et ça augmente comme ça. Et en général, dans la 95% des cas, ça prend 3, 4 ou 5 paliers. Et quand ça prend 4 paliers, ben, ça prend moins de 5 minutes. Mhm. Et c'est place actuellement au Musée national du sport. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont passé en autonomie. Est-ce qu'on a un système où est-ce qu'ils peuvent le faire en autonomie au Musée national du sport? Ce test-là, malheureusement, n'a pas encore été validé, mais il est en cours de validation, en collaboration avec l'Université d'Orléans et le chercheur Alexandre Guimard. OK? C'est en cours de validation. Et c'est ça. Et on espère que le coefficient de corrélation va être de l'ordre de 0,85. Et c'est pas basé sur la fréquence cardiaque, c'est basé sur l'effort jusqu'auquel tu t'es rendu et l'estimation subjective, c'est une échelle de Borg dans les faits. L'estimation subjective, où est-ce que tu t'es arrêté. Et l'avantage de ça, c'est qu'on ne suit pas aux fréquences cardiaques et on ne peut pas faire d'erreur sur des fréquences cardiaques qui ne correspondent pas vraiment à la personne. Le désavantage, c'est que c'est pas un test maximal, mais c'est un avantage parce qu'au moins, on tue personne. Ben, c'est un avantage en soi parce que d'expérience, un test maximal, c'est beaucoup plus dangereux aussi, puis c'est pas recommandé de faire ça pour tout le monde. Normalement, d'expérience, puis de ce que j'entends d'autres professionnels, c'est le moment où tu utilises vraiment ton maximum, ben, c'est un moment d'une compétition, donc c'est pas nécessairement le but. Puis vu que c'est sous max, ben, c'est moins de risque de se blesser, donc ça, c'est super pertinent. Donc, si tu fais un test puis que la personne se blesse pendant le test, mais ton évaluation, tes résultats vont être erronés. Je sais pas si c'est d'accord avec ça. Là. Et c'est dangereux. Mon oncle, René Goscinny, le premier auteur d'Astérix en 1977, est mort suite à un test d'effort où est-ce qu'on lui a demandé d'aller au maximum de ses possibilités. Mhm. Et moi, je suis en lien avec François Carré, que tu connais peut-être, Bassirou, de réputation. François Carré est très connu dans le domaine de la réadaptation cardiaque. Ouais, je le connais très bien. Okay. Donc, François Carré, même pour l'exploration des pathologies, pense que c'est nécessaire de faire un effort, mais c'est pas absolument nécessaire de faire un effort maximal. Et le problème des efforts maximaux, c'est qu'ils sont dangereux. Attention, tu peux pas voir certaines je suis pas un expert. François, avec qui je travaille beaucoup, parce que nous, on est en lien sur 3, 4, 5 projets ensemble tout le temps. Je lui parle toutes les semaines, me dit que c'est pas nécessaire. Lui, qui est le grand spécialiste des tests à l'effort, me dit que c'est pas nécessaire de faire des tests maximaux pour son objectif. Et moi, je pense que c'est dangereux. Et si tu le fais en dehors, parce qu'au moins dans un centre de réadaptation cardiaque, ben, depuis qu'est arrivé l'accident à René Goscinny et d'autres accidents par la suite, ben, ils ont mis des barrières énormes et ils ont fait, la plupart du temps, dans tous les hôpitaux et centres de réadaptation cardiaque, où est-ce qu'ils font des tests à l'effort
en tout cas en France, ça, je suis pas mal sûr, c'est presque toujours avec un cardiologue et une infirmière. Et un système aussi de réanimation. OK. Mais quand tu fais des tests sous maximaux, sous l'égide d'un kinésiologue ou d'un enseignant d'activité physique adaptée, et si à chaque fois il faut être à l'hôpital, avoir tout un système, etc., on n'évaluera pas les personnes. Donc, ça prend des systèmes où est-ce qu'on peut évaluer, où est-ce qu'on peut faire de l'évaluation sous-maximale, qui est peut-être, attention, est-ce qu'une évaluation maximale, c'est potentiellement mieux? Oui. Mais c'est potentiellement plus dangereux surtout. Est-ce que c'est dangereux Mmh. pour moi? Non. Parce que, encore, même si j'ai 67 ans, je suis encore entre 16 et 17 mètres. Je suis à peu près, pas tout à fait, mais à 58 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de danger. Mais même moi, j'aime plus faire des efforts maximaux. Donc, je fais plus d'efforts maximaux. J'en fais plus jamais, moi. Mmh. Puis, à la fin de ce test-là, ben, on peut obtenir le cardiotest sous une forme pour te tenir au courant. Puis, ce serait peut-être bien que que pour la même chose que pour l'autre podcast, mais que tu mettes le lien pour qu'ils puissent aller cliquer pour aller chercher le cardiotest. Et Bassirou, actuellement, le cardiotest sous forme application iOS et Android, je Android crois? est en cours de préparation. Et la première version devrait être prête. Ça a pris plus de temps que prévu. On pensait que ce serait prêt en janvier. J'espère que ça va être prêt pour fin février. OK? Et début mars au pire, j'espère. Et ça permet de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça va ressembler ça va ressembler, on va pouvoir dire effectivement dans quelle catégorie tu te situes par rapport à ton âge et à ton sexe et si tu as le minimum requis pour être en bonne santé ou pas. Est-ce qu'on peut faire à peu près le parallèle sur les Mets au niveau de l'effort, qu'est-ce que ça comporte pour ceux qui ne connaissent pas en fait le principe en tant que tel, vu que peut-être c'est connu, mais peut-être un petit peu moins que le VO2 max. Ben, c'est une unité pour le VO2 max aussi. Tu sais, c'est juste l'unité de mesure qui change. On Mmh. donne souvent la VO2 max en millilitres d'oxygène par minute par kilo et 1 mètre qui correspond au métabolisme de base moyen d'un être humain, c'est 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. C'est tout simplement ça. Mmh. Donc, on peut évaluer 3 choses. Tout le monde aura, même si dans les faits, il y a des variations, mais si on veut être simpliste, au repos, autant Michael, moi-même et Bassirou et toute la population mondiale au repos on peut considérer qu'on est à 1 mètre en moyenne, c'est-à-dire 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Dans les faits, ça varie un peu. OK? Mmh. Bon, notre métabolisme de base, le métabolisme de base d'un être humain, ça fait que quelqu'un de 100 kilos consomme plus d'oxygène que quelqu'un de 50 kilos. C'est par kilo. Et ça correspond à 1 mètre. Donc, tout le monde est à 1 mètre au repos. Quand on marche, par exemple, à 5 km/h, on est à peu près à 5 mètres. Lorsqu'on court à 12 km/h, on est à peu près à 12 mètres. À peu près. C'est un article que Léger et moi avons écrit il y a 40 ans. OK? C'est à peu près juste, même s'il y a des variations. Mais en course à pied, marche, il y a moins de variations que sur le vélo, par exemple. Mmh. Donc, c'est à peu près vrai. Et on a tous un maximum. Et ce maximum-là, pour des êtres vivants, non dans le coma, parce que dans le coma, peut-être ta VO2 max serait de 1 mètre. Ben, la VO2 max des meilleurs, il y a des mesures qui existent, ça donne 94 millilitres d'oxygène par minute par kilo, ce qui correspond à 27 fois votre métabolisme de base, donc 27 mètres chez les hommes. De OK, l'ordre de 20. on peut se rendre jusqu'à 27 mètres, c'est quand même beaucoup, là. Ah oui, oui, c'est beaucoup. Lorsque j'étais beau, jeune et avec beaucoup plus de cheveux, moi, j'étais à 23. J'étais à 23. Mais 27, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs dans certaines disciplines. C'est les coureurs de demi-fond long, c'est les skieurs Mmh. de fond, c'est les cyclistes c'est pas les cyclistes de sprint, mais les cyclistes certains cyclistes sur route, etc., qui ont 25, 26, 27 mètres. Fait OK? que on invite les gens à faire la conversion au 3,5 fois 27, puis ça donne la quantité de millilitres par kilogramme par minute. Donc, ça fait quand même Ce qui donne un bon chiffre. 92, 94. Si vous faites 20, ça fait 70. Un bon VO2 max, tu sais, c'est une bonne VO2 max, c'est 70 millilitres d'oxygène par minute par kilo. Et c'est 20 mètres. OK. OK. Mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Là, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais un insuffisant, je donne quelques valeurs, un insuffisant rénal dialysé entre 2 et 3 mètres, la moyenne de ceux qu'on a évalués au centre Lavarin au début de la réadaptation cardiaque était de 4,1 mètres.
principalement sur vélo, mais parfois sur tapis roulant. OK. Et puis là, je parlerai d'une méthode d'entraînement qui semble donner des meilleurs résultats que d'autres. Il va y avoir un article scientifique qui va paraître dans les prochains mois. En moyenne, les personnes diabétiques de type 2 sont plutôt donc les malades cardiaques sont en général entre 3 et 5 mètres. Les Mmh. diabétiques de 2 plutôt entre 4 et 7 mètres. Les sédentaires plutôt entre 6 et 8 mètres. Et les actifs plutôt à 10 mètres, 12 mètres. Les sportifs plutôt à 13, 14, 15, 16 mètres. Mais tout ça, ça dépend un petit peu de l'âge aussi. Parce que si vous avez à 105 ans 10 mètres, vous êtes un grand sportif. OK. Et Effect là, j'ai donné des données pour des hommes et des femmes dans la quarantaine. Mais dans les faits, si on est plus jeune, c'est un petit peu plus. Si on est plus âgé, c'est un petit peu moins. Non, c'est ça, ça reste quand même variable en fonction de l'âge, comme tu le mentionnes. Ce que, Mais, mais la plus grande variation, juste pour préciser, il y a des variations moyennes en fonction de l'âge, mais la plus grande variation, il y a beaucoup plus de variations en fonction de ton niveau d'activité physique et de ton niveau d'entraînement. Parce que ça ne dépend pas uniquement tu sais, parce qu'on peut bien, les recommandations qui existent actuellement, c'est-à-dire de faire les recommandations mondiales ou en France ou au Québec sont uniquement quantitatives. Puis à mon avis, c'est un peu simpliste. non, parce que comme tu le dis, cette mesure-là permet à la fois d'être quantitatif et subjectif. Donc, ça fonctionne pas. Ben, en fait, c'est inutile la fréquence cardiaque parce que justement, c'est souvent selon la perception de la personne. Puis des fois, une personne peut avoir un niveau de tolérance à l'effort beaucoup plus élevé. Fait que ça lui permet d'avoir un bon score au cardio-test quand même. Tandis qu'on voit, hey, ta fréquence cardiaque, théoriquement, elle est rendue à 200, c'est pas normal, là, tu dépasses 185. Donc là, tu vois que la personne, dans ce temps-là, fait comme non, moi, je me sens très bien, je regarde plus encore plus. Fait que ça permet d'avoir une valeur un petit peu plus exacte, là, si j'ai bien compris le principe. Même si c'est subjectif, finalement, si on combine une échelle de Borg ou l'équivalent à un niveau d'activité, c'est une puissance développée qui, en moyenne, correspond à telle consommation d'oxygène, ça donne de meilleurs résultats que basé sur la fréquence cardiaque, qui est souvent basée sur 220 moins l'âge, ou la formule d'Astran qui est 216 moins l'âge plus ci, plus Mhm. ça. De toute façon, ça va donner des erreurs. Est-ce que tu recommandes quand même qu'on utilise le cardio-fréquence-mètre, même si c'est un Ah, test qui c'est est très évalué par intéressant. les METS? Ah ben, moi, je trouve ça très intéressant, les fréquences cardiaques. Attention, mais pas pour ça. Ah non, les fréquences cardiaques, ça peut être très, très intéressant parce que j'ai donné une conférence justement sur les différentes méthodes de prescription de l'intensité et les fréquences cardiaques, on peut s'en servir. Mais avant de s'en servir, il faut faire un test. Où est-ce qu'on a pris les fréquences cardiaques et qu'on a la relation fréquence cardiaque-intensité d'un individu. Et on va s'apercevoir que deux choses. Un, on n'a pas la même fréquence cardiaque maximale au même âge. Deux, le- parfois, parfois c'est linéaire l'augmentation de la fréquence cardiaque, parfois c'est curvilinéaire à différents degrés. Donc, il faut connaître si on connaît cette relation-là, on peut s'en servir. Et et il y a une deuxième chose aussi qui est importante, il faut tenir compte du fait que la fréquence cardiaque, si on va à telle intensité, aujourd'hui j'ai fait mon entraînement, j'ai fait 10 répétitions toujours à la même intensité. Ma première répétition, j'étais à 125 de fréquence cardiaque, la dernière, j'étais à 152. Donc ça varie. La fréquence cardiaque est dynamique. Elle ne dépend pas seulement de l'effort que tu fais, mais de bien d'autres choses. Je ne sais pas si c'est fini. Michael, est-ce que tu es toujours là? Parce que là, je pense que ça fait 50 minutes maintenant. Non, non, je suis encore là. J'entendais du bruit à l'extérieur. Je me demandais c'était quoi. Désolé. Il y en a qui avaient des questions peut-être à poser à Daniel par rapport à ce qu'on avait parlé. Donc, j'ai vu du monde qui ont rentré dans la discussion un peu plus tard. Si jamais vous avez des questions par rapport aux tests de terrain que vous avez déjà utilisés dans le passé ou que vous utilisez actuellement, on peut vous laisser un petit 5 secondes pour y penser. Et, Bassirou, si tu as une question, je suis. Mais on a utilisé à partir des résultats de tests dont un peu variés qui ressemblent aux derniers tests qu'on a montrés, mais on peut le faire aussi parce qu'on peut faire ce genre de test-là aussi sur tapis roulant et vélo. On a fait des programmes d'entraînement au centre Lavarin, au centre de réadaptation cardiaque de Lavarin, qui est à Avignon. Et nos méthodes d'entraînement ont donné 2,5 fois plus d'amélioration, 2,5 fois plus d'amélioration que des méthodes qu'on utilise classiquement dans les centres de réadaptation cardiaque parce on tient compte, pas de la fréquence cardiaque dans ce cas-ci, mais on tient compte d'un test de terrain, du, euh, d'une amélioration potentielle. On prévoit une amélioration potentielle plus grande pour ceux qui partent de plus bas
Et aussi, on se fie aux réactions subjectives qui sont transformées en, en moi j'appelle ça VO2 max dynamique ou en MET dynamique. Et à chaque fois, tout ça, c'est réajusté à chaque fois et ça donne de meilleurs résultats que si on fait ça de façon, ce que j'ai observé, du moins au centre Lavarin, ben, c'était pifométrique. Est-ce que, avant de. Ah, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait peut-être une question ici. Est-ce que ça se Ouais, peut? par rapport au Merci beaucoup. cardio-test, Oui, par rapport au cardio-test, j'ai compris tout à l'heure qu'il y a un côté un peu évaluation subjective de l'effort. C'est l'échelle de Borg, c'est ça? l'équivalent de l'échelle de Borg, OK, c'est parce que on, on pose la lors question, est-ce qu'on pardon. présente pas, dans les faits, on présente pas l'échelle de Borg au complet parce que on a, en collaboration avec, parce que l'échelle de Borg va de 1 à 10 et elle va de très, très, très facile à maximale. Et Ouais, on s'est aperçu, nous, que si on veut faire, il y a 45 secondes d'effort, il y a 30 secondes de repos, si on présente l'ensemble de l'échelle, ben, c'est comme trop, on n'a pas le temps de répondre dans les premiers 30 secondes. Donc, on a fait une échelle réduite. Et échelle réduite en fonction du questionnaire d'estimation au départ. Par exemple, si c'est quelqu'un par exemple, si quelqu'un est estimé avec le questionnaire à moins de 4 mètres, donc, dès qu'il répond effort moyen, on l'arrête. On ne va pas prendre de risque. Mhm. Donc, on présente très facile on présente seulement 4 choix. Très facile, facile, moyen, difficile, juste au cas où est-ce qu'il sera difficile. Tandis que pour les autres, on présente facile, moyen, difficile, très difficile. OK? Pour justement éviter, parce qu'avec une échelle parce qu'il faut répondre en 30 secondes. Donc, si on a une échelle compliquée avec 10 niveaux, puis ça, c'est en collaboration avec notre spécialiste UI UX, on présente une partie de l'échelle de Borg et pas toute l'échelle de Borg. Mhm. OK, très bien. Pas de risque que le patient surestime ou sous-estime son ressenti? Évidemment, Ouais, parce c'est que c'est pour ça que le coefficient de corrélation, moi, je suis persuadé qu'il ne sera pas aussi bon. Tu sais? ouais, parce que moi, je l'ai utilisé, lors de mon mémoire. J'ai travaillé justement sur ça lors de mon mémoire de master, l'échelle de Borg. Mais c'était ça vraiment la véritable limite parce qu'il y a des patients parfois qui surestiment leur ressenti et d'autres justement qui sous-estiment leur Tout à fait. intensité, leur ressenti, pardon. Et c'était un peu compliqué justement de mettre en place un programme Ben, basé particulièrement ou exclusivement sur le ressenti. ah ben, c'est pas juste sur le ressenti quand même, attention. Et il y a une chose qui a jamais été publiée, mais que j'ai fait, tu connais peut-être de nom, voyons, c'est un de mes anciens étudiants, qui est connu dans le domaine de la physiologie de l'exercice, Martin. Il a étudié à Strasbourg. Je l'ai eu à Strasbourg comme étudiant. Il a été responsable. Martin, Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Je pense que tu l'avais déjà nommé quand on avait notre discussion, mais je me souviens plus de son famille, malheureusement. bon, puis on a fait une recherche où est-ce que justement on faisait passer un test. C'était, c'était un autre test, mais où est-ce qu'on regardait on essayait de prédire à partir d'un palier et du ressenti sur l'échelle de borgne, le maximal. Lorsqu'on est un effort de moins de 5 sur 10, c'est très difficile de prédire le coefficient de corrélation n'est pas très bon. Mais à partir de 6 sur 10, ou un effort moyen difficile, la prédiction n'est pas trop mauvaise. Tac. OK. Donc, ce qui arrive, c'est que, mais est-ce que ce sera parfait? Jamais ce sera parfait. Mmh. Mais si on utilise une bonne méthode de prescription par la suite, qui tienne compte justement du ressenti à chaque fois, et on se trompera pas trop finalement à la fin. En tout cas, c'est ce qu'on a utilisé avec la méthode que nous, on a appelée METSUP, et qui a été utilisée au centre Lavarin et qui a donné 2,5 fois plus d'amélioration de la VO2 max. Attention, l'étude n'est pas encore parue, mais on est en train d'écrire un article là-dessus, là. Un article scientifique, là, ça a été fait très sérieusement, où est-ce qu'il y a une partie des patients qui faisaient la méthode habituelle dans les centres de réadaptation cardiaque, puis une partie des patients qui prenaient la méthode de prescription METSUP, et ça donnait 2,4 fois plus d'amélioration. Ce qui est beaucoup, hein. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent qu'un médicament, si tu as 10 de plus de résultats, c'est bien. Nous, c'est 240. Donc, faire, puis à ce moment-là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. Si ça t'intéresse, Bassirou, je t'enverrai un document que j'ai écrit sur 15 méthodes de prescription de l'intensité. Parce que des fois, c'est pas les méthodes d'entraînement, c'est les méthodes de prescription de l'intensité. Oui, Deux entraînements fractionnés ne se font pas nécessairement de la même façon. ouais. Je te pose une question, Bassirou, puis on va finir, je Oui, pense. oui, je veux bien, ça m'intéressait vraiment. Et si je te pose la question, comment est prescrit l'intensité au centre de réadaptation cardiaque où est-ce que tu interviens comme enseignant en activité physique adaptée? Comment tu fais Bah, pour prescrire l'intensité?
C'est à partir justement du test de base, du test d'admission. À partir du test, donc si le patient atteint, disons, on va dire 80 watts lors de test d'admission, bah, après, c'est une estimation, on va dire, on partira sur 40%, parfois si la personne est sur du continu, et du coup, si c'est du fractionné, 70-40 ou 70-30. Et comment tu fais pour faire l'évolution? Parce qu'il évolue, le patient. Oui, c'est basé justement sur le ressenti et donc c'est une sorte de méthode mixte, voilà, où on utilise d'une part, le côté, on va dire test avec les valeurs avec les vraies valeurs, donc évaluation objective et de l'autre côté un peu une évaluation subjective où progression sera basée exclusivement, on va dire sur le côté ressenti, comment le patient se sent, mais également sur la base de la fréquence cardiaque parce qu'il y a une fréquence cardiaque entre guillemets «maximale» théorique, que le patient ne devrait pas dépasser. Ça, c'est un donc on pourra en reparler, mais Oui. il y a des méthodes qui sont meilleures que ça. Sur ce, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, puis ça a duré déjà presque, ça a duré 55-60 minutes, si je me trompe pas. Ouais, approximativement. Puis écoute, Mais avant de c'était Oui, Oui, Bassirou, excuse-moi. oui, pardon, j'ai dit que c'était très intéressant et instructif, franchement. OK. Ben, Parfait. donc, je me suis posé beaucoup de questions sur comment faire l'évaluation. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Luc Léger dès ma première semaine de mon bac, parce qu'on dit bac en éducation physique. Moi, c'est un bac en éducation physique de ma licence en STAPS on aurait dit en France. Donc, j'ai rencontré dès la première semaine. Puis nous, ça fait longtemps, hein, parce que moi, j'ai 67 ans et puis Luc a 77 ans. Et mais on est toujours en lien, même actuellement, hein, pour toutes sortes de projets. Puis il va participer justement à l'article sur le projet Inverser les courbes, où est-ce qu'on a évalué 9000 enfants de 11 ans, 12 ans, qui ont fait le test navette et qui, dans un cas, ont fait le cours d'éducation physique normale et dans l'autre cas, ils ont fait le cours d'éducation physique avec une méthode METSOP, un entraînement fractionné spécifique chacun. Et évidemment, ils se sont améliorés beaucoup plus, avec encore une fois 2,4 fois plus que ceux qui suivaient le cours d'éducation physique normale. Intéressant. Puis cet article-là va apparaître à peu près quand? Est-ce que tu aurais une date On est en précise? train, OK. la première version est déjà écrite. C'est Jérémy Van Elst qui enseigne à l'Université Paris-Nord qui va écrire l'article parce que moi, je voulais pas l'écrire parce que moi, c'est avec ma méthode d'évaluation puis une application qu'on a montée pour le projet. Et puis peut-être en entendu parler en France, Bassirou, notre président Macron a dit à l'automne, il faudrait évaluer tous les élèves de sixième chaque année. Tu as vu ça? T'as pas vu ça? Recherche, tu vas trouver. Et ça, c'est suite justement. Pardon, oui. Vous l'avez vu? Oui. Bon, ben ça, c'est suite au projet Inverser les courbes que nous avons fait en collaboration avec François Carré. Parce que je l'ai fait avec François Carré, ce projet. Parfait. Donc, je te remercie beaucoup, Daniel, pour le temps que tu as consacré aujourd'hui pour l'explication un peu de l'historique des différents tests cardiovasculaires. Si t'avais peut-être, avant peut-être de passer à un varius, si jamais il y a encore du monde qui sont ajoutés, si jamais ils voulaient poser des questions variées. Non, mais si jamais tu avais à faire un petit résumé justement pour ceux qui viennent d'arriver un peu sur ce qu'on a discuté sans trop rentrer dans les détails, là. Peut-être pour les tiers Je vais réécouter. un résumé, c'est que, il existe, puis je vais me servir quand même de ça ici, puis tu pourras le mettre je te donnerai le petit PowerPoint que j'ai fait là. Parfait. Ici, c'est quelques tests qui sont de terrain, qui sont maximaux, mais de terrain. Donc, les coefficients de corrélation sauf pour le test de 6 minutes de marche, sont plutôt bons, mais le problème, c'est que c'est maximum. OK? Parce que moi, j'ai rien contre ces tests-là, hein, mais on peut pas l'utiliser pour toutes les populations. La deuxième des choses, il y a le questionnaire de Huet qui a l'avantage de pas faire mal. Puis, je trouve que le coefficient de corrélation, moi, j'ai refait quelque chose, puis j'arrive à plutôt 0,62. Là, on arrive à un coefficient de corrélation de 0,77. Mais c'est un bon questionnaire. Donc, et c'est, et ça a des meilleurs résultats que les tests sous-maximaux qui sont basés sur la fréquence cardiaque. Là, j'en présente 3, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. Nous, ce qu'on met de l'avant, c'est un test. Puis la plupart des tests aussi sont continus, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pas. Tandis que le test 45-30, c'est 45 secondes d'effort. On fait le questionnaire de UE modifié. À partir de ça, on va à 50% de l'estimé. On fait 45 secondes. Puis après ça, on demande aux personnes leur ressenti. Et à partir du ressenti, on va faire 3, 4, 5 paliers maximum. Dans 95%, ça se fait en 3, 4 ou 5 paliers, donc en 5 minutes et moins. Et toujours avec un test maximal,
On n'a pas encore fait, c'est pour ça que le 0,85 de coefficient de corrélation est en rouge, c'est qu'on est en cours de validation actuellement en collaboration avec Alexandre Guimard, le chercheur de l'Université d'Orléans. J'ai fait un résumé rapide. Ah oui, puis peut-être, nous, on est en train de monter le test 45-30. Si vous cherchez un peu sur mon LinkedIn ou le LinkedIn de mon associé Robin Monde, vous pouvez, vous pouvez cliquer et obtenir et voir à quoi ça ressemble un petit peu, vous inscrire sur la liste, une liste d'attente et vous pourrez vous inscrire gratuitement et recevoir la première version gratuitement pour pouvoir la tester. Et même nous, on a l'intention que ce test-là soit gratuit jusqu'à une utilisation raisonnable. Si vous faites sans doute, on a pensé à ça, là, 3 évaluations ou moins par jour, ce sera toujours gratuit. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous de votre présence. Merci encore une fois à Daniel d'avoir partagé son expertise et son expérience. Merci à tous de votre écoute. Si jamais vous désirez avoir d'autres épisodes dans ce même type de format-là, vous avez juste à me laisser un message dans les différentes plateformes de médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc, on se voit pour le prochain épisode. À plus!